Bonjour à toutes et à tous. Ma présentation d'aujourd'hui va donc être sur les nouvelles pratiques de la cybercriminalité underground. Alors on va partir du postulat suivant qui est complètement vrai, c'est que les cybercriminels ne se concentrent pas au sein d'un écosystème unique et global. Ils vont se fragmenter en communautés. Des communautés qui ont des particularités au niveau de leur fonctionnement, mais aussi de la nature des activités qui sont opérées. La première d'entre elles, si je puis dire la pionnière dans le monde cybercriminel, est la communauté russophone. Ces activités historiques sont liées à tout ce qui est carding, donc c'est la récupération de données bancaires ou données personnelles qui sont par la suite revendues sur des plateformes qui peuvent être underground, mais également tout ce qui est le développement d'outils informatiques, donc orientés malware. Ces malwares ont la particularité d'être des outils à très haute valeur ajoutée, vraiment qui sont d'un point de vue technique très poussés et très recherchés par les autres communautés cybercriminelles. La communauté provenant d'Allemagne s'apparente un peu comme la petite sœur en termes de fonctionnement et de produits proposés de la Russie, sauf de la communauté russophone, sauf que le public auquel ils s'adressent, c'est vraiment la communauté allemande. Ensuite, nous avons la communauté chinoise. Alors, ce ne sont pas les Chinois qui sont au sein de la Chine, à cause du Great Firewall. Ce sont vraiment la communauté qui est en dehors de la Chine et donc sinophone, qui opère un peu partout dans le monde. Là, les produits qui sont proposés, ce sont vraiment des prototypes en termes de software et d'hardware. Donc, on est toujours dans du registre du malware. En termes de qualité, c'est beaucoup moins poussé que ce qui peut être proposé par la communauté russophone. On est vraiment dans du prototype. La communauté brésilienne, elle, est très ouverte. Elle est très ouverte, elle communique beaucoup sur les réseaux sociaux, les méfaits qu'elle peut faire, ou en tout cas les produits qu'elle peut proposer. Les produits cybercriminels proposés sont vraiment orientés sur du malware, mais cette fois-ci bancaire. Autant les russophones adressent des malwares qui peuvent être aussi bien du ransomware, du malware bancaire, de l'exploit, du kit d'exploit, autant la communauté brésilienne est vraiment orientée sur le malware bancaire. La communauté nord-américaine, ou plutôt anglophone, est assez facile d'accès, dans le sens où il suffit d'installer ce qu'on appelle par exemple un Tor browser pour accéder au dark web et ainsi se connecter à des places de marché comme Alphabet, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc cette communauté est très ouverte et c'est très, très facile d'y avoir accès. Qu'est-ce qu'on y retrouve dessus? C'est surtout des produits liés au banditisme classique. Donc, tout ce qui est drogue, médicaments ou faux médicaments, faux papiers, faux billets et tout ce qui est lié au commerce du sexe, donc le banditisme classique. Il y a très peu de malware, même si on voit qu'il y a une évolution depuis 2015-2016, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et enfin, si on peut trouver une jumelle, entre guillemets, à la communauté anglophone et à la communauté francophone. Elle est beaucoup moins étendue, forcément, puisqu'il y a beaucoup moins de personnes dans le monde qui sont francophones qu'anglophones, mais elle adresse à peu près les mêmes services, à savoir issus du banditisme classique. La grosse différence, c'est que c'est bien plus compliqué d'y accéder, notamment lié à un fait majeur qui a eu lieu en août dernier, dont je vais vous relater après. Alors, on a vu que ces communautés qui n'avaient pas un unique écosystème, qu'elles étaient fragmentées, mais elles ont quand même une structure commune. La première, c'est la typologie des plateformes qui sont utilisées. Donc, vous en avez souvent entendu parler, ou certainement entendu parler, les places de marché. Et d'un point de vue historique, la première, qui en tout cas a réussi, ou a eu un business model très lucratif, était Silk Road. Silk Road a en fait répondu à la problématique suivante qui imposait, entre guillemets, le dark web. C'était vraiment la recherche de l'anonymat. Le problème, c'est qu'auparavant, un offreur pouvait proposer un service et facilement arnaquer en fait la personne qui était en face d'elle. Parce que de facto, l'acheteur ne pouvait pas porter plainte ou autre, surtout quand c'était des produits illicites. Ce qu'a fait en fait Silk Road, c'est en fait instaurer le système d'escroc, que je développerai un petit peu après, qui est en fait un simple intermédiaire pour pouvoir assurer la transaction. Donc on a des places de marché sur lesquelles on retrouve plein de produits différents, mais aussi des forums restrictifs. Cette fois-ci, en fait, des forums restrictifs où l'accès est plutôt compliqué. Alors ça passe par différents types de barrières qui peuvent être soit une cooptation par quelqu'un qui est déjà membre du forum, donc qui va venir garantir la légitimité de la demande d'inscription. Ça peut être sinon par faire patte blanche ou patte noire cybercriminelle, et donc demander, inciter à un acte de piratage, par exemple, pour prouver ses capacités et sa volonté à intégrer la communauté. Ou alors une troisième barrière, cette fois-ci, qui est du registre une barrière financière. On va demander de payer un droit d'entrée, qui est souvent en général élevé.
Alors, ces plateformes ont une structure commune et elles auront donc une double fonction. La première, c'est la communication, ça va être faire des retours d'expérience ou alors aller communiquer, partager ce qu'on appelle des tutoriels de piratage, par exemple. Il y a donc aussi une autre fonction qui est la fonction commerciale, donc pouvoir permettre les transactions sur ces plateformes. Alors, on a constaté vraiment en 2015-2016 la généralisation du système escroc. Le système escroc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est simplement, en fait, on va mettre un intermédiaire entre un acheteur et un vendeur. Il va y avoir donc un acheteur, dans un premier temps, qui va proposer un produit ou un service via une annonce, et donc un vendeur, pardon, et un acheteur qui va se manifester. L'acheteur va dire « je suis intéressé pour acquérir ce produit ou ce service ». Il va donc donner son argent à l'intermédiaire, appelé escroc. Et ce que va faire le vendeur, en attendant, c'est envoyer ou faire parvenir le produit et le service. Dans un deuxième temps, ou dans un troisième temps plus tard, l'acheteur va dire c'est d'accord, les termes de la transaction sont remplis, le signaler à l'escroc qui, lui, va relâcher l'argent. Voilà, donc ça c'est vraiment un système, c'est le système de transaction généralisé depuis 2015-2016 sur les plateformes dites places de marché et forums restrictifs. Donc on parlait tout à l'heure de communauté, notamment la communauté francophone. Ce qui s'est passé en milieu d'année 2016, en fait, c'est que l'une des principales plateformes, un forum restrictif, a fait ce qu'on appelle un exit scam. Un exit scam, c'est quoi? C'est l'intermédiaire, en fait, celui qui assure celui qui a le statut d'escroc, qui va mettre en place une fraude. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va fermer la plateforme et s'en aller avec l'argent qui était, en fait, que détenaient les différents acheteurs et vendeurs sur la plateforme. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un exit scam et ce qui arrive assez souvent, fréquemment, sur ces plateformes. Les conséquences d'un point de vue de la communauté francophone, c'est que forcément, un des acteurs majeurs est entre guillemets parti, d'autres personnes ont essayé de le remplacer. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'il y a eu les administrateurs, supposés administrateurs de cette précédente plateforme, qui ont monté une nouvelle plateforme afin d'escroquer, de faire une nouvelle tentative de scam à terme. Alors ce sont des choses, en général, ce sont des plateformes qui dans un premier temps, apparaissent, vont avoir une activité pendant plusieurs mois afin de rassurer la communauté qui, un jour, au bout d'un an, 2 ans, vont partir, vont faire ce qu'on appelle l'exit scam, donc voler l'argent, fermer les plateformes. Donc cette chaîne peut être répétée. Donc la conséquence logique, c'est une perte de confiance et une certaine paranoïa de la communauté. Comment ça s'est traduit? Alors, il y avait cette plateforme historique, mais il y en avait d'autres aussi. Ce qu'ont fait ces plateformes historiques, c'est qu'ils ont pointé du doigt cette première qui a fait un exit scam et ont tenté de rassurer, en tout cas, la communauté francophone, en leur disant, voilà, nous, on a mis des systèmes qui vous garantissent les transactions, on ne fera jamais rien de malveillant, etc. Donc ça, c'est l'une des premières conséquences. Comment ça a pu se traduire en termes, je vous parlais tout à l'heure, en fait, qu'il était de plus en plus compliqué d'accéder à ces plateformes. L'une des premières choses, c'est simplement des conditions d'inscription plus strictes. Ça veut dire qu'on va demander, au moment de l'inscription, de remplir un formulaire et d'indiquer certaines attaques qui ont pu être menées par le passé, avec des références, un système comme je le disais tout à l'heure, de cooptation avec avec un membre de la plateforme, ou alors de dire, voilà, est-ce que tu as également un profil sur une autre plateforme? Auquel cas, on peut aller vérifier ton historique, savoir si tu étais quelqu'un ou si tu es quelqu'un d'influent. Donc il y a vraiment eu un renforcement des conditions d'inscription. Là, par exemple, vous avez un exemple d'un refus qui dit quelqu'un a voulu en fait poster sa candidature, l'administrateur a refusé la candidature. Pourquoi? Parce qu'en fait, zéro message depuis 2015 sur un profil qui était soi-disant sur une autre plateforme. Donc en fait, il a simplement dit que voilà, de part, vous n'avez aucune légitimité ou tu n'as aucune légitimité, on refuse ta candidature. Une autre conséquence, c'est de plus en plus d'espace privé. Ça veut dire que vous avez déjà un forum ou un forum restrictif qui est compliqué d'accès. Il y a des sous-catégories où en fait, ce qui va se passer, c'est que les membres les plus historiques, les plus influents, ou les administrateurs vont être dans des sous-catégories qui sont très compliquées d'accès pour les premiers venus. Ça se traduit aussi comment? Quand un nouvel arrivant propose par exemple un nouveau type de fraude, un nouveau type de malware, quelque chose de très poussé, de très sophistiqué, qui est recherché par la communauté, en général, pour ne pas que cela soit trop partagé ou trop acheté, ce type d'annonces, donc à haute valeur ajoutée, vont aller atterrir sur ces sous-catégories. Et là, une fois de plus, le premier venu aura beaucoup de mal à intégrer ces groupes élitistes. Alors, qu'est-ce qu'on constate aussi sur la communauté francophone? C'est qu'elle est en pleine mutation. On parlait tout à l'heure
surtout en fait les activités opérées étaient liées au banditisme classique, on voit quand même en fait un certain développement de tout ce qui est d'un point de vue malware francophone. Parce que autant la communauté francophone peut aller acheter des malwares auprès de la communauté russophone ou anglophone, c'est pas pour autant qu'elle est satisfaite de ce qu'elle peut trouver. Ou en tout cas, ce qu'elle va adresser, il peut y avoir. Donc on peut opérer un malware, mais aussi l'acheter pour le revendre. Il y a aussi cet aspect-là où, dans une communauté très francophone, qui ne parle pas forcément russe ou anglais, de pouvoir mettre à disposition un malware qui est tout en français. Donc on voit vraiment l'apparition de malware francophone. En tout cas, une montée en compétences sur ce niveau-là. Je vous parlais tout à l'heure de la communauté anglophone. La place de marché historique est Alphabet. Le statut en juin 2015 était le suivant. Il y avait 3 plateformes, Alphabet, Nucleus, Agora. À L3, ces annonces proposées en juin 2015, à L3, ces plateformes proposaient environ 60 000 annonces de manière quotidienne. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'en août 2015, Agora s'est mis en pause pour sécuriser sa plateforme. Aujourd'hui, Agora n'est toujours pas opérationnelle. Dans un deuxième temps, Nucleus a fait un exit scam, et donc la fraude que je vous ai détaillée tout à l'heure. Ce qui fait qu'Alphabet s'est retrouvé le leader incontesté aujourd'hui, donc en novembre 2016, avec environ 250 000 annonces publiées chaque jour, en tout cas en permanence, disponibles en permanence sur le site. Donc vous voyez, on est passé de 60 000 à 250 000 en l'espace d'un an et demi. Donc là, qu'est-ce qu'on peut constater? En fait, comme je vous le disais, il y a toujours tout ce qui est lié à la fraude, drogue et médicaments. Ce sont vraiment ce qui est le plus recherché par les acheteurs dits cybercriminels. Pas de grosse évolution en termes de répartition, si vous voulez, mais par contre, vraiment un nombre d'annonces de plus en plus important. Donc il y a vraiment un marché qui se développe. De petites évolutions mineures, même s'il n'y a pas non plus de changements majeurs, c'est l'introduction de Monero. On parlait tout à l'heure du Bitcoin, qui est donc une blockchain transparente, où on peut lire en fait les différentes transactions. Monero, ce que cette crypto-monnaie apporte en plus, c'est justement un certain obscurcissement de la blockchain. Donc quelque chose qui est très recherché par les cybercriminels pour éviter d'identifier la source de la transaction ou bien la finalité. Une autre généralisation qui est surtout liée à du malware, cette fois-ci, c'est tout ce qui est ransomware. On parlait de Mirai tout à l'heure, donc de DDoS. On a constaté beaucoup d'acheteurs qui ont proposé du as a service. Par exemple, j'ai un botnet type Mirai à disposition, je peux mener des attaques. Vous avez simplement à acheter en fait mon service. Alors, mon préambule était qu'il n'y avait pas un écosystème unique et global, mais que c'était fragmenté en communautés. Ce qui se passe, en fait, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions entre ces différentes communautés. Pour tout ce qui est en fait lié au malware, certaines plateformes russophones sont vraiment prises en exemple, dans le sens qu'il faut aller chercher les produits à la source, il faut aller sur ces plateformes-là. Alors comment ça se traduit en fait? Il y a l'apparition de connecteurs. Donc ça peut être des développeurs, des vendeurs qui sont sur les plateformes russophones, qui vont dire de manière ouverte, voilà, moi je cherche à étendre mon business, il faut aller donc inonder les autres plateformes. Et à contrario, il va y avoir des personnes, par exemple, dernièrement, on a eu le malware bancaire Flokibot, où certains acheteurs, en tout cas la communauté brésilienne, a cherché directement à faire la connexion entre la communauté russophone et brésilienne pour justement permettre à Flokibot, d'origine russophone, d'être commercialisé sur les plateformes brésiliennes. Voilà pour la présentation sur les nouvelles pratiques des communautés underground.